Bienvenue dans un nouvel épisode des Résilientes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une femme dont le parcours est à la fois bouleversant et inspirant. Soubhatra a 35 ans. Elle est professeure de philosophie et doctorante, une passionnée de pensée et de transmission du savoir. En rémission d'un cancer de l'estomac, Soubhatra vit aujourd'hui sans estomac après avoir subi une gastrectomie totale. Dans cet épisode, elle nous partage son parcours avec la maladie, les défis quotidiens et comment cette épreuve a transformé sa vision de la vie. Son témoignage est une véritable leçon de courage et de détermination. Bienvenue, Soubhatra dans Les Résilientes. Coucou Caroline, merci beaucoup de m'accueillir. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter avec tes mots? Oui, alors je m'appelle Soubhatra, j'ai 35 ans, je vais avoir bientôt 36. Je suis enseignante de philosophie depuis presque 10 ans maintenant et ça fait 4 ans que je me suis lancée dans une thèse. Je l'ai commencé à peu près au même moment que j'ai découvert que j'étais malade, donc c'est vraiment une histoire de duo entre la maladie et ma nouvelle carrière professionnelle de chercheuse, on va dire. Et à côté de ça, je suis aussi artiste, donc principalement illustratrice, et je raconte un peu ma vie, dont ma vie de prof, dont la vie d'ex-malade, etc., sur Instagram. Et j'ai été donc touchée par ce cancer de l'estomac en 2020. J'avais 31 ans à l'époque. Et effectivement, là, j'en suis à ma quasi quatrième année de surveillance médicale après tout ça. Et il me reste encore donc 1 an et demi avant d'être officiellement en rémission, guérie, comme on dit. Et ça se passe pour le moment très bien. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le moment où tu as appris que tu étais atteinte d'un cancer de l'estomac? Parce que j'imagine que ça a été un moment assez difficile. Oui, ça faisait suite à toute une année qui avait été assez intense pour moi en termes de travail, etc. Parce que j'étais enseignante en lycée et en même temps, je préparais le concours pour obtenir ce qu'on appelle un contrat doctoral pour entrer en thèse dans cette université-là. Et donc, je travaillais 2 fois plus déjà en tant que prof, on travaille beaucoup, mais j'avais une vie parallèle à côté où je travaillais mon concours, plus avec les élèves, il y avait plein de choses à régler. Donc, c'était une année très chargée. Et j'ai eu les premiers symptômes en 2019. Et c'était suite à un voyage scolaire avec des élèves en Espagne où on a failli perdre 2 élèves dans un incendie. Et j'étais professeure principale de cette classe-là et de ces élèves-là. Et mes premières brûlures d'estomac ont commencé le soir même, vraiment. Et moi, j'avais déjà eu une gastrite en fait 6 ans avant, quand je préparais mes concours de l'enseignement, donc l'agrégation de philo, qui est extrêmement difficile, que j'avais déjà raté une fois. Et là, il fallait absolument que je l'aide, donc je m'étais mis une pression pas possible. Je viens d'une famille assez modeste où j'étais boursière. Et si j'avais pas les concours là, je savais que c'était terminé. Fallait que j'aille bosser. Et c'était important pour ma famille que j'ai ce travail-là pour que je puisse les aider. Donc, je m'étais mis une pression folle et j'avais fait une gastrite. Et c'est important cet élément-là parce que cette gastrite, faut pas qu'elle soit chronique. Et c'est grâce à mon médecin généraliste qui m'avait dit, bon, Soubhatra, tu fais clairement une gastrite à cause du stress, parce que là, tu es stressée comme pas possible. Donc, on va te soigner. Donc, j'avais eu des médicaments, un pansement gastrique, etc. C'est pas très lourd, hein, c'est des médicaments oraux. Elle m'avait donné ce conseil qui m'a fait tilter et qui m'a fait consulter relativement tôt pour que je sois sauvée aujourd'hui. Elle m'a dit, si ces symptômes-là reviennent, tu reviens me voir rapidement, parce qu'il ne faut pas laisser traîner ces choses qui peuvent dégénérer. C'est le terme qu'elle avait employé sans rien dire derrière. Je pense qu'elle pensait comme moi à un ulcère et ce genre de truc. Voilà, à 30 ans, c'est un peu dommage d'avoir ça, quoi. Et 6 ans après, j'ai eu donc ces brûlures d'estomac qui ont rappelé cette gastrite que j'avais eue 6 ans auparavant ou 7 ans auparavant. Et je me suis dit, bon, il faudra que j'aille consulter. Donc là, on était en avril 2019 et ça a empiré tout doucement. Et en juin 2019, enfin, été 2019, on a fait une randonnée pendant les vacances avec mon conjoint. Et j'ai eu tellement mal que j'ai été obligée de m'arrêter vraiment au milieu. J'étais pliée en deux, en fait. Il a fallu que je m'assoie. J'avais jamais ressenti une douleur pareille.
Et quand on est redescendu, parce qu'on a fini par faire la rando quand même, je me suis calmée. Je suis allée dans une pharmacie et j'ai pris les petits trucs de Gaviscon là, en me disant, oh là là, ça me fait vraiment trop mal. Mais je me suis dit, dès que les vacances sont terminées, première chose, je prends rendez-vous avec mon médecin généraliste à la rentrée. Faut voir ce que c'est trop bizarre. Et entre-temps, effectivement, pendant l'été, les douleurs s'étaient rapprochées, s'étaient aggravées et, euh, et les symptômes de la gastrite avaient recommencé. Quels ont été les symptômes pour toi? Bah, les symptômes, c'était d'abord donc des brûlures d'estomac, principalement, vraiment assez, enfin, au niveau du sternum, quoi, un peu plus bas que le sternum, au milieu, quoi, je dirais, des brûlures qui faisaient très très mal. Moi, ça remontait pas forcément, mais c'était vraiment localisé au centre un peu en dessous de la poitrine, au point que je pouvais pas endormir la nuit petit à petit. Au départ, c'était juste j'ai mal, c'est désagréable. Je prenais un Gaviscon, ça allait mieux, et puis très vite, ça n'a plus du tout suffi. Enfin, avant le diagnostic, je devais dormir semi-allongée avec des coussins, parce que si j'étais allongée, ça me faisait mal. Au bout d'un moment, je trouvais plus le sommeil. Le deuxième principal symptôme, c'est la satiété précoce, c'est-à-dire que, un, tu as hyper faim, donc j'avais faim tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger, mais là j'avais faim comme si j'avais pas mangé à ma faim. Et dès que je me mettais à manger, au bout de 2 bouchées, j'étais rassasiée. Et j'exagère pas quand je dis 2 bouchées, c'est-à-dire que je mangeais 2 cuillères à soupe et j'avais l'impression d'avoir mangé 3 bols. Donc c'était super bizarre. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'en fait on était en plein confinement quand les symptômes se sont vraiment vraiment aggravés parce que j'ai commencé à consulter l'été 2019, rentrée 2019, donc septembre 2019. Et moi, j'ai eu mon diagnostic que en juillet 2020. Parce que mon médecin généraliste, quand je suis allée la voir, elle m'a prescrit tout de suite une fibroscopie. Enfin, non, pas tout de suite. D'abord, elle m'a donné un traitement parce que j'ai insisté. Elle m'a dit, normalement, il faudrait faire une fibroscopie. Et moi, j'ai dit, non, mais c'est le rush de la rentrée. Moi, j'ai pas le temps de faire une fibroscopie là en septembre. C'est pas possible. On prend un traitement pendant un mois. Et si ça marche pas, je vous promets, docteur, je fais ma fibroscopie. Ce qui s'est passé, au bout d'un mois, en fait, le pansement ne fonctionnait pas. Elle m'a dit, il faut faire la fibroscopie. J'ai pris rendez-vous. Et en fait, les débuts du Covid ont commencé. Et donc, mes examens ont été reportés, reportés, reportés parce qu'on m'a dit, vous n'êtes pas une urgence. Et moi, au bout d'un moment, j'en pouvais vraiment plus. Donc, mon médecin m'a envoyé voir un gastro-entérologue qui, lui, m'a fait une ordonnance pour dire, c'est urgent. Et malgré tout, la situation des hôpitaux était telle que j'étais bien inscrite sur les listes, mais pas prioritaire. Et vraiment, je sais pas, vers mars-avril, j'en pouvais plus. Enfin, je pleurais en fait de douleur. J'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus à manger. On était en confinement là, vraiment dans le dur du confinement, et j'avais perdu 6 kilos en 2 mois d'un coup, alors que je ne faisais que manger. Et j'étais extrêmement, extrêmement, extrêmement fatiguée. Je suis quelqu'un d'un peu hyperactif, je fais beaucoup de choses, mais je me souviens qu'un jour, j'étais allongée dans le canapé en pleine semaine, en l'après-midi, j'ai fait une sieste de 3 heures parce que j'en pouvais plus. Je me suis réveillée et j'étais encore plus fatiguée. Et quand mon mari est rentré, je lui ai dit, il y a un problème, je suis fatiguée quand je fais la vaisselle. Genre, je fais la vaisselle et après, je suis épuisée, c'est pas normal. Et là, j'ai commencé à stresser à partir du mois d'avril. Et ensuite, je me suis mise à faire des rêves où j'ai rêvé que j'avais un cancer. Je disais à mon mari, je pense qu'il y a un truc qui va nous tomber dessus. Et au départ, je pensais que c'était lui qui courait un grave danger vital. Et après, j'ai compris que c'était moi. Mais j'étais persuadée qu'il y avait un danger pour la vie, en fait. Et j'étais hyper triste pendant 2 mois avant le diagnostic parce que j'étais sûre que c'était un cancer. Et effectivement, après, on a eu les résultats et c'était bien ça, quoi. Donc je le savais, mais j'étais un peu dans le déni au départ en me disant, bon, j'espère que c'est pas ça. Mais j'avais déjà coupé mes cheveux en prévision de la chimio. Là, c'est la coupe que j'avais quand j'ai appris que j'avais un cancer. Et depuis, je les avais laissés beaucoup repousser. Je les ai coupés la semaine dernière pour les donner à des assos. Mais là, ouais, ça me rappelle ça, cette coupe de cheveux. C'est que je les avais coupés en avance en me disant, bon, personne ne veut me dire que j'ai un cancer, mais en fait, j'ai un cancer, je le sais. Donc, je vais couper mes cheveux parce qu'ils vont tomber à cause des chimios, je le sais. Donc, autant raccourcir pour que ce soit moins dur, quoi. Oui, tu étais persuadée au fond de toi que c'était le cancer. Bah ouais, je faisais beaucoup, beaucoup de sport à l'époque. Au moment où j'ai été diagnostiquée, je faisais 8 heures de sport par semaine et je pratiquais la méditation déjà depuis 2015.
J'avais commencé après le décès de mon père parce que j'avais vraiment eu besoin de soutien et j'avais trouvé du soutien et du réconfort dans cette pratique-là, en plus du yoga que je pratiquais déjà avant. Et j'étais à un niveau de méditation où vraiment où je pouvais pas passer un jour sans en faire trois quarts d'heure. Et c'est pendant une méditation que, enfin, on fait le scan du corps, quoi. Moi, j'aimais bien faire ça. Et vraiment, j'étais dans un état de semi-sommeil, semi-éveil. Et je me suis réveillée en pleurs parce que vraiment, j'ai visualisé mon estomac comme une pierre. Enfin, il y a un truc qui me disait, c'est comme du calcaire, c'est comme une pierre, ça se durcit. Et je me suis réveillée vraiment en me disant, c'est un cancer et c'est dans l'estomac. J'en suis sûre, c'est l'estomac qui va pas. C'est en train de devenir dur comme une pierre. Et ce qui est très marrant, c'est que, enfin, c'est marrant. Quand j'ai eu les résultats un peu plus approfondis, on m'a expliqué que le cancer spécifique que j'avais de l'estomac, c'est un cancer qui fait que c'est un cancer infiltrant avec des cellules en bague à chaton, on appelle ça. Donc ça a l'air mignon comme ça, mais pas trop. C'est un des cancers les plus agressifs. Ça s'infiltre en fait depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur, ou l'inverse. En tout cas, ça, ça rayonne sur le diamètre, quoi. Et en fait, la paroi de l'estomac se rigidifie. Et le mot qu'a employé mon chirurgien, c'est ça devient comme de la pierre. Donc, j'étais vraiment Ah, sur les fesses quand il a dit ça. Je ne lui ai pas raconté ce que j'avais vécu parce que ça aurait fait trop mystique et tout. J'en ai parlé à mon médecin traitant et elle, elle était assez ouverte à tout ça. Elle me disait, mais tu sais, le corps, il sait des tas de choses que nous, on verbalise pas. Il envoie des signaux d'alerte et toi, tu es très à l'écoute et tu as toujours été très à l'écoute de ton corps. Donc, heureusement que tu as entendu ces signaux-là. Donc, mais bon, ça m'a pas empêché quand même, quand elle m'a annoncé le cancer, enfin, il y a eu une espèce de vide, vraiment. J'ai compris à ce moment-là l'expression le sol s'ouvre sous nos pieds. Vraiment, j'ai eu l'impression d'être dans le vide et en même temps en l'air, donc, de tomber, mais d'être en apesanteur. J'entendais plus trop ce qui se passait. Mon médecin, elle me parlait, elle me parlait des démarches, elle essayait de me rassurer. Moi, je m'étais dissociée. Enfin, j'étais hmm. là sans être là. J'ai vu ma vie défiler, vraiment. Je me suis dit, il s'est passé tout ça dans ma vie, j'ai cet âge-là, peut-être que je verrai pas la suite. J'ai pensé à ma famille, première pensée pour ma mère, en me disant, ça va être très très dur pour elle d'entendre ça. Deuxième pensée pour mon père qui est plus là, et je me suis dit, heureusement qu'il est plus là parce qu'il l'aurait pas supporté. Pour mes sœurs, pour mon mari, de me dire, oh mon Dieu, mais comment ils vont gérer ça? C'est-à-dire que j'ai eu peur pour moi, mais la pensée d'après, c'est pour reprendre un titre d'un livre de Maïlis de Caringal que j'aime beaucoup, comment on va réparer ces vivants-là si moi je meurs à cet âge-là, quoi. Et, et tu te mets à... Enfin, je sais pas, je pense à mon enterrement, je pense à des trucs hyper morbides, mais sans pouvoir rien y faire. Et en même temps, ouais, t'es complètement... Il y a un truc qui explose en fait en moi. J'ai eu l'impression d'avoir été, ouais, tu sais, ces boules de terre sèches que tu lâches et puis ça explose comme ça, plus rien dedans. C'était assez compliqué et le jour J, j'étais pas seule. C'était complètement un hasard. Et bon, j'arrive plus trop à croire au hasard maintenant, mais d'habitude, je vais toujours chez mon médecin généraliste seule. Mon conjoint, il m'a jamais accompagné. Mon médecin généraliste, elle me connaît depuis que je suis fœtus. Enfin, c'était le médecin de mes parents. Elle a pris sa retraite il y a pas longtemps. Elle me connaît vraiment très bien. J'y vais toujours seule. Et ce jour-là, je venais d'apprendre que j'avais mon contrat doctoral. Donc le matin, j'avais passé enfin, le concours et donc ils avaient débattu et je venais d'apprendre que j'avais eu mon concours doctoral et que j'allais faire ma thèse, etc. Après 2 ans de travail acharné. Et j'avais rendez-vous avec mon médecin généraliste le soir pour analyser les résultats de ma fibroscopie. Elle m'avait envoyé un message quelques jours plus tôt en me disant, j'ai eu les résultats, ça serait bien que tu passes. Et je me souviens que j'avais eu le cœur qui avait battu à fond en me disant, je suis sûre qu'il y a un problème. Mais ma tête a vachement résonné, je devais passer le concours l'oral. Donc je lui ai juste envoyé un message en lui disant, je passe mon concours dans 2 jours. Est-ce que le rendez-vous peut attendre 3 jours? Et elle a été d'une intelligence émotionnelle folle parce que par SMS, parce que à la fin du SMS, je me souviens lui avoir dit, est-ce que c'est grave, docteur? La phrase cliché qu'on entend dans les films. Et elle m'a répondu, t'inquiète pas, passe ton oral, on aura le temps d'en discuter, tout va bien. Tout ça pour que je réussisse mon concours parce qu'elle savait que c'était important pour moi. Et effectivement, j'ai réussi le concours et le soir, je suis allée la voir et je me souviens que j'ai retrouvé mon mari dans un parc à la Villette entre-temps pour lui annoncer que j'avais eu mon concours après son travail. Donc, on s'était retrouvés, on s'était baladé à la Villette et ensuite, je lui ai dit, mince, j'ai rendez-vous chez le médecin, il faut que j'y aille. Et il me dit, bon, moi, j'ai envie de faire le chemin avec toi, j'ai encore envie qu'on soit ensemble. Donc, il m'a accompagnée jusque chez le médecin. Et il m'a dit, puis après, je rentrerai à la maison à pied. Et je sais pas pourquoi,
il est resté dans la salle d'attente. Et moi, je suis entrée avec mon médecin pour les résultats. Mmh. Et quand elle m'a annoncé ça, il y a eu donc 5 minutes où je me suis mise littéralement à pleurer. Parce qu'elle m'a pas dit cancer tout de suite, elle m'a dit, Soubatra, les cellules qu'on a vues, elles sont pas très catholiques. C'est ce qu'elle m'a dit. Et moi, je lui ai dit, est-ce que c'est un cancer? Et elle m'a dit, sans doute. Et là, tout s'est arrêté. Et il y a eu 5 minutes de blanc comme ça, où tout se mélangeait dans ma tête, et elle parlait, etc. Il y avait une stagiaire avec elle. Et j'ai demandé si je pouvais faire rentrer mon mari. Je lui ai dit, docteur, mon mari, enfin, il est avec moi pour une fois. Est-ce qu'il peut venir? Et quand il est entré, elle lui a réexpliqué. Et en fait, lui, je pense qu'il, pareil, il s'est dissocié parce que il était souriant, il m'a regardé et il m'a dit, ça va aller. Et moi, vraiment, je lui en parle encore aujourd'hui, je lui dis, j'avais envie de te mettre une baffe, quoi. Alors que je suis pas du tout quelqu'un de violente. Mais là, j'avais envie de le secouer, de lui dire, mais non, ça va pas aller. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Et dans ma tête, c'était le chaos. Et lui, je sentais il avait pas trop compris, en fait, ce qui se passait, je pense. Parce que le médecin, elle essayait d'être rassurante. Elle disait, non, non, mais ça se soigne, etc., etc. Moi, c'est pas ce que j'avais entendu, puisque je le vivais à l'intérieur de mon corps. Donc voilà, lui, il a fallu quelques semaines pour comprendre ça et accuser le coup. Et ouais, après, tout s'est enchaîné très, très vite, quoi. Oui, tu as eu ce diagnostic-là, par ton médecin généraliste, pas Ouais, par un gastro-entérologue non. et c'est ensuite que tu as pu voir un gastro-entérologue pour aller un petit peu plus loin sur, l'explication de ton contexte de santé? Ouais, en fait, j'avais vu le gastro pour faire la fibro. C'est lui qui a essayé de m'appeler pour m'annoncer la mauvaise nouvelle. Mais tu vois, encore une fois, l'univers, je n'ai jamais reçu ces appels. C'était ma médecin qui devait me l'annoncer, celle qui a les mots doux, etc. Il était très doux, hein, vraiment, le gastro-entérologue que j'ai eu était super. Donc, j'ai eu mon médecin d'abord. Mon médecin donc qui voulait me dire tout ça de vive voix et pas par téléphone. Moi, j'entends beaucoup de témoignages de gens qui l'apprennent au téléphone. Moi, je trouve ça scandaleux en fait. Comment on peut annoncer des trucs comme ça au téléphone? Moi, j'étais ravie d'être à ce moment-là avec entourée de mon médecin. J'ai eu la chance d'avoir mon mari à côté. Il y avait cette interne qui était là aussi, qui a été mais d'une douceur. Je me rappelle de son regard de compassion, pas du tout de pitié, vraiment de compassion et de renvoyer un regard de on est médecin, on est là, on va vous aider. Donc, quelque part, j'étais effondrée, mais alors dans un tel cocon médical ultra safe que heureusement que ça s'est passé comme ça. Je ne sais pas comment j'aurais réagi si j'avais appris ça au téléphone. Et donc après, elle m'a indiqué qu'il fallait tout de suite faire des examens d'exploration pour savoir où en était exactement cette maladie. Parce qu'on savait que c'était des cellules cancéreuses qui étaient dans mon corps, mais on connaissait pas le stade, on savait rien, quoi. Donc ça peut être localisé, comme ça peut être métastasé. C'est des mots que je connaissais pas encore et je comprenais pas encore la gravité de tout ça, mais je savais que c'était important ces examens. Donc elle m'a orientée vers cette fois-ci directement un chirurgien, ga- gastro-entérologue, enfin voilà, un chirurgien spécialisé des viscères qui travaillait en clinique avec qui elle avait l'habitude de travailler et qui lui semblait bien. Et j'ai été le voir lui dans un premier temps et il m'a dit, il faut absolument faire une écho-endoscopie, ci, ça. Et lui, avant même de savoir ce que c'était exactement mon cancer, quand il a lu le compte-rendu de la biopsie, enfin, ça s'est pas très très bien passé ce rendez-vous pour moi. Il m'a dit, c'est une limite, sans doute. Moi, entre-temps, j'avais googlé avant, évidemment, dès que j'avais su que c'était un cancer, ce qu'il faut pas faire, évidemment, mais bon, je l'ai fait. J'ai vu qu'effectivement, un des cancers possibles, c'était une limite pour les femmes d'origine asiatique d'une trentaine d'années. Donc, moi, je colle au profil. J'avais regardé le pronostic, c'était, je sais pas, 6 mois d'espérance de vie, 2% de chance de s'en sortir, enfin, un truc catastrophique. J'espère que ce soit pas ça. Et lui, il m'a annoncé ça de but en blanc. Déjà, quand je suis arrivée, il n'avait pas lu mon courrier à l'avance et c'est moi qui ai dû lui annoncer ce que j'avais. Il m'a dit oui, pourquoi vous êtes là? Vraiment comme si de rien n'était. Donc, j'ai dit, bah, j'ai 30 ans et j'ai ça. Là, il a changé de tête, il est devenu beaucoup plus humain, mais il m'a annoncé ça. Et donc, je suis rentrée chez moi dépitée. Mon mari était avec moi à ce moment-là, je me souviens, et ce chirurgien nous avait dit, la seule opération possible pour vous sauver, c'est une gastrectomie totale. Donc, moi, c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était ça qui allait m'arriver. J'avais anticipé parce que j'avais fait des recherches. Et mon mari, c'est à ce moment-là qu'il a percuté ce qui se passait, parce qu'il s'est effondré en larmes dans la voiture et il m'a dit, mais moi, je veux pas perdre un seul bout de toi ce que j'avais trouvé très beau. Et là, vraiment, il a pleuré, pleuré, il a compris ce qui se passait.
Et quand on est rentré, moi, j'en ai parlé à mes amis parce que j'avais besoin de soutien. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont médecins. Et eux, tout de suite, m'ont appelé. Ils m'ont dit, Soubatra, plan d'attaque, tu ne vas pas dans cette clinique. Il te faut absolument un deuxième avis médical. Tu vas dans un hôpital public parce que les hôpitaux publics, même s'ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent, ils font ça vraiment pour la recherche. Donc, tu es un cas un peu à part. Ils vont bien s'occuper de toi. Il faut que tu aies dans tous les cas un deuxième avis. Et c'est un très bon ami à moi qui est chirurgien qui a pris le rendez-vous pour moi. Il m'a trouvé un rendez-vous à l'hôpital Saint-Antoine sur Doctolib. Hein. C'est pas du tout un laissez-passer. Je veux dire, il a juste pris le rendez-vous à ma place comme n'importe qui. Il m'a dit ton rendez-vous, il est à telle date au mois de juillet et c'est un des meilleurs médecins et on a de la chance, il est dans le public, il est pas loin de chez toi. Donc je suis allée voir ce chirurgien qui lui m'a dit bah non, vous n'avez pas une limite, on peut pas savoir, donc on va faire d'abord des examens. Et j'ai eu une écho-endoscopie, un scanner de nouveau, enfin voilà, plein de trucs. Et, euh, et là, une fois de plus, j'ai débriefé les résultats avec mon médecin généraliste et ce chirurgien en duo. Et encore une fois, mon médecin généraliste m'a dit, bon, l'écho-endoscopie, on verra de combien de millimètres ou de centimètres est ta tumeur. Et avant de connaître les résultats, je lui avais dit, moi, je pense qu'elle est située dans une courbe parce que je la sens et elle doit faire 1,5 cm à peu près. Je lui ai vraiment dit ça dans un état un peu second. Elle m'a regardé avec des yeux, du coup, tu sais ça? Je dis, bah, je sais pas, j'ai l'impression de le sentir, le voir, je sais pas. Et à l'examen, ma tumeur se situait dans la courbure du cardia, donc c'est vraiment le truc qui est juste avant l'estomac, dans une courbure vraiment, et elle faisait 16 millimètres, donc j'étais quand même pile poil dedans. Et Mmh. ensuite, j'ai peu eu de contact avec mon médecin généraliste parce que tout a été basculé à l'hôpital Saint-Antoine, et là, j'étais dans un tunnel de soins et je sais pas, j'ai dû avoir 20 médecins entre les anesthésistes, les gastro-entérologues, les cancérologues, oncologues, psychologues, enfin bon, voilà. Et après, il y a eu ouais, 9 mois de traitement où j'étais la tête dans le guidon, très accompagnée avec. J'ai eu 4 chimios, puis l'opération, puis 4 chimios. Tout ça à peu près sur 9 mois, quoi. Ouais, c'est énorme. C'est vrai que tu as été dans une période où tu attendais, qu'on pose un mot sur ce que tu avais. Ouais. Quand tu avais la période, covid, c'était quand même long, hein. Tu as eu un certain temps où tu étais, sans réponse Mm. et là, d'un seul coup, il y a une prise en charge, qui se fait rapidement, mais qui est intense. Quelque part, c'était cool pour moi parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir et tant mieux. Sur le moment, je pense que c'était bien qu'on me dise pense à rien, concentre-toi sur les soins. De toute façon, j'aurais pas été capable de faire plus et ça m'a empêché justement de trop cogiter. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'implique une gastrectomie totale et comment tu as vécu cette opération qui est quand même majeure? Oui, c'est bien qu'on fasse le focus sur cette opération-là parce qu'elle n'est pas très très médiatisée et les seuls cas dans lesquels on en parle, c'est ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique. Donc les chirurgies qui permettent de soigner de l'obésité, par exemple. Moi, c'est pas mon cas. La gastrectomie totale, bah, comme son nom l'indique, c'est d'enlever totalement l'estomac. Et moi, dans mon cas, on m'a enlevé aussi un petit bout d'œsophage au-dessus et un bout d'intestin derrière, ce qu'on appelle les marges de sécurité. On enlève un peu avant et un peu après pour être sûr, parce que au moment où on m'a fait l'opération, on ne savait pas si le cancer s'était pas propagé entre-temps, donc on coupe un peu plus. Ça implique quoi? Ça implique de grandes difficultés. Honnêtement, je crois que le plus dur pour moi, c'était même pas tant l'annonce du cancer, parce que je m'y étais préparée. C'était pas les chimiothérapies, parce que quelque part dans les films, des podcasts, on entend parler de ce genre de truc. On a ce cliché de la femme chauve, qui est un peu au fond de son lit, pas bien. Ce qui est un peu le cas, mais pas tout à fait, parce que moi, je l'ai pas vécu comme ça. Mais alors, l'opération, moi, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais énormément d'anxiété par rapport à ça. Déjà, je suis une anxieuse généralisée au départ. Mais alors là, j'ai posé des milliards de questions, ils ont tout accueilli. On m'a expliqué que l'estomac, c'était pas un organe vital. Parce que moi, ma crainte, c'était de me dire, moi, j'avais entendu dans gastrectomie totale la même chose qu'on va vous enlever un cœur ou un poumon. Je me dis, l'estomac, on mange avec. Je sais pas comment on vit sans ça. Et il y a eu beaucoup de questions dans ma tête sur ma qualité de vie, justement. Je disais beaucoup à mon mari, moi, je veux bien survivre. Mais si c'est pour demi-vivre, je sais pas si ça me plairait. Si en fait ma vie c'est d'être alimentée par un tube
d'être au lit tout le temps, de plus pouvoir marcher parce que je suis trop faible, que je suis rachitique et qu'à cause de ça, je peux rien faire. Je sais pas si ça va me plaire, cette vie-là, d'être à moitié moi-même, de vivoter. Enfin, je sais pas, j'avais une image de légumes un peu où je savais pas si j'étais prête à vivre ça. Et le chirurgien m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup rassurée. Il m'a expliqué que l'estomac n'est pas du tout un organe vital. Pour le dire comme il a dit, il m'a dit, vous savez, c'est juste un sac. Et nous, on va faire du travail de plomberie. On va couper le sac, on va remettre un autre sac et c'est tout. C'est juste que votre sac, il sera plus petit et moins performant. Donc moi, on m'a enlevé l'estomac et on m'a pris un bout de mon intestin grêle. On m'a dit que ça faisait 4 centimètres sur 8 sur 6. Donc j'ai un peu modélisé le truc et ça ressemble à une chaussette de bébé, à peu près. Et c'est ce qu'on m'a mis au départ. Et on m'a expliqué que ça allait s'étendre parce que ça a quand même une capacité élastique, pas autant que l'estomac, mais que petit à petit, je pourrais remanger des quantités tout à fait acceptables, que je pourrais remanger de tout aussi, que ce soit du sucré, du salé, tout, qu'il n'y aurait pas d'interdit alimentaire, si ce n'est ma propre tolérance à moi, c'est-à-dire de goût, de ce que mon corps rejette ou pas pour des raisons X ou Y, mais que en théorie, il n'y a pas de frein. Le seul frein, c'est le temps. C'est il allait falloir que je sois extrêmement patiente. Et l'implication aussi, c'était que j'allais perdre 30%, 20 à 30% de mon poids. Et qu'en fait, c'est ça qui allait être compliqué. C'est qu'il ne faut pas que je chute trop en poids, parce qu'évidemment, ça a des conséquences sur la santé. Qu'il fallait que je réapprenne à manger, parce qu'il allait falloir manger en fractionné. Donc, non pas manger 3 fois par jour, mais au départ, je mangeais toutes les heures, y compris la nuit. Et honnêtement, l'opération, ça a été l'expérience la plus difficile pour moi. J'ai encore des fois du mal à en parler parce que c'était en plein Covid, ouais, en plein confinement. Et mon opération, je me rappelle qu'une semaine avant, j'étais partie dans le Cotentin. C'est mon ancien prof de philo qui m'avait prêté sa maison de campagne pour que je puisse me ressourcer un peu au bord de la mer. Tout ça gracieusement. Et j'ai appris là-bas à la radio par Macron que on allait de nouveau être confinés et qu'il n'y aurait pas le droit des visites à l'hôpital. Et donc j'ai compris que j'allais devoir traverser ça seule et j'avais trouvé ça tellement injuste. Je me suis dit non mais c'est très dur, on va m'enlever un organe. C'est une opération lourde qui dure 7 heures. J'avais peur de ne pas me réveiller aussi, tu vois, une opération aussi lourde peut mal se passer. On peut ne pas supporter l'anesthésie, j'en sais rien, faire un arrêt cardiaque et j'aurais pas ma famille avant pour dire à bientôt ou au revoir. Euh, Tu penses à plein de trucs comme ça. Et surtout, je pensais à l'après. Je me suis dit, quand je me réveillerai, je serai seule. J'aurais pas une main de proche à tendre alors que je pourrais pas parler, que je serais dans le coton. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est que je me suis sentie vraiment extrêmement vulnérable. Mon mari m'a accompagnée. Il a eu le droit de rester 30 secondes dans la chambre et puis après, fini. Je suis restée hospitalisée 8 jours. Donc, en soi, c'est pas si long dans l'absolu. Mais c'était les 8 pires jours de ma vie. Vraiment. Et pourtant, moi, mon opération, elle s'est passée comme sur des roulettes. Moi, ce qui est cool, c'est que je suis un cas d'école, c'est-à-dire je suis le cas parfait de quand ça se passe bien, comment ça doit se passer. Bah, je suis cet exemple-là. J'ai été diagnostiquée tôt parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a découvert que je n'avais pas de métastase. Donc ça, c'était génial. Mon cancer était localisé, donc c'était vraiment soignable, etc. D'où juste la gastrectomie et les chimios, sinon j'aurais eu plus de choses sans doute. Mais mon opération, elle s'est super bien passée. La cicatrisation immédiate, elle s'est passée comme elle devait se passer. Enfin, il n'y a pas eu de complications. Donc, les médecins, eux, étaient ravis. Ils sont venus me voir en disant, l'opération, elle s'est passée nickel. On a eu l'anapathe, donc c'est quand on analyse, enfin, ils ont pris mon estomac et pendant l'opération qui a duré 7 heures, ils sont allés l'analyser tout de suite pour voir si le cancer était ailleurs et la réponse était non. Donc, ils avaient des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles à me dire. Et le chirurgien m'a dit, on vous a enlevé votre cancer, c'est pas génial. Et moi, j'étais contente de ça, mais en fait, on se retrouve dans une solitude. Et puis, ce que j'avais pas anticipé, c'était la douleur physique. J'ai jamais vécu des douleurs physiques comme ça. Ce qui m'a fait penser, je me souviens, je me suis dit, le jour où, si jamais j'ai envie d'avoir des enfants et que je dois accoucher, moi, je sais déjà que ce sera sans doute pas grand-chose par rapport à ça. Enfin, je me disais, ça se trouve, ça va être à peu près la même chose, mais je vois pas comment ça peut être pire. Parce que on a des fils partout. Moi, j'avais des drains qui sortaient des deux côtés du ventre pour évacuer tout ce qui était
sale, quoi. J'avais ici d'énormes cicatrices. Et je pouvais pas tousser. Enfin, comme on m'a ouvert le ventre, il y a du gaz en fait qui s'installe dans le corps et je sais pas pourquoi il vient s'installer près des épaules. Je suis pas la seule à avoir eu cette expérience et je me souviens que les douleurs les pires, c'était qu'on m'avait mis un tube pour que je puisse manger et j'avais ces douleurs-là. Et c'est vraiment comme si j'avais des lames qui étaient plantées dans ma gorge et dans mes épaules, en plus d'avoir des lames qui se réveillaient à chaque fois que je voulais tousser, bouger. Parce qu'en fait, quand on est opéré du ventre et dans cette gastrectomie, mais plein d'autres opérations viscérales, les cicatrices du ventre, en fait, moi, on m'a ouvert les abdos et tout. Donc, en fait, j'avais plus d'abdos. Et quand on peut pas mobiliser le centre de son corps, on peut rien faire. On se rend compte à quel point c'est important. Et donc, enfin, j'ai énormément pleuré, je me souviens. J'étais sous morphine, j'avais des hallucinations. Donc, j'étais seule dans la chambre. Je voyais des trucs dans ma chambre. J'étais terrorisée. J'avais personne à qui parler. Et, et les implications après coup, ça a été que, encore jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai des troubles du sommeil qui se sont installés suite à cette hospitalisation. Quand je suis rentrée chez moi, bon, euh, je suis un peu émue d'en parler parce que c'est pas du tout un truc que j'ai beaucoup raconté. Mais le retour à la maison, il a été très très difficile. J'arrivais pas à m'endormir, donc en fait je cumulais les dettes de sommeil en même temps que j'étais crevée. Il fallait vite que j'aille bien parce qu'il fallait attaquer la deuxième partie des chimios pour être sûr de tout éliminer. Mon mari a fait le lit mécanique pendant des semaines parce que je pouvais pas me lever. Je pouvais pas me laver seule, je pouvais pas aller aux toilettes seule, donc j'étais dans un état de dépendance assez extrême. Et surtout, je pouvais pas manger. J'essayais de manger, je vomissais tout ce que je mangeais. Parce qu'en fait, une gastrectomie, tu te retrouves dans l'état d'un bébé qui est en train d'apprendre à manger. Donc, il faut s'imaginer un bébé qui fait sa diversification alimentaire. Je pouvais manger que liquide, ensuite très mixé, ensuite ajouter des fibres, ensuite ajouter la viande, ensuite, etc., etc. Mais ça fait un mal de chien. Et j'ai eu des coliques, donc ce qu'ont les bébés. Et j'ai pensé si fort à ces bébés qui ont ça, et je me suis dit, c'est pas possible que des bébés traversent ça, ils peuvent pas le dire, ils peuvent pas parler. Ça fait un mal de chien. Vraiment, c'est extrêmement douloureux. On se tord, enfin, on se tord de douleur, ça tord les boyaux. C'est terrible. Et en fait, toutes les heures, je devais avoir quelque chose dans le ventre. Donc, il a fallu faire des tests. Il y a des trucs qui passaient, des trucs qui passaient pas. Mais en fait, les médecins sont incapables de dire ce qui passe et ce qui passe pas. Il n'y a pas un régime spécifique. Il faut vraiment tester. Donc, je buvais des choses. Si je les vomissais, je les vomissais. Je m'étouffais avec des grains de riz. Parce qu'en fait, la suture au niveau de l'œsophage fait que ça s'était un peu rétréci. Donc, en fait, des fois, des grains de riz s'étaient coincés. Et j'avais de l'air coincé. Donc, en fait, j'entendais toute la tuyauterie de l'intérieur. J'avais l'impression d'être une machine cassée. C'était extrêmement difficile comme, comme sensation. Ouais, j'avais l'impression d'être, tu sais, un truc un peu boiteux, en fait de ferraille, rafistolé. Et je pense que c'est là qu'il m'a fallu le plus de force et de courage à aller chercher, parce que là, j'étais au fond du trou. Vraiment au fond du trou, euh, sous morphine, à me dire j'ai mal, j'arrive pas à dormir, euh, j'ai peur et il faut que j'aille mieux parce que sinon je peux pas enchaîner les chimios derrière et terminer le traitement. Et dans ma tête, c'était pas une option de ne pas terminer le traitement. Je voulais pas de regrets en me disant, bah, comme on n'a pas fait l'ensemble des chimios, si un jour ça revient, c'est sûrement à cause de ça. Je voulais aller au bout du processus. Et là, la solution que j'ai trouvée à ça, c'était de me laisser aller à mon mal-être. Donc je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'étais au fond du fond. Je me suis dit, bon, alors là, de toute façon, il faut bien que la tristesse, elle sorte à un moment. J'ai le droit d'être triste à ce moment-là. C'est extrêmement difficile ce que je traverse. Je peux rien faire de mon corps. Euh, et puis après, ça finissait par s'évacuer. Donc, je remontais petit à petit. J'avais donné une espèce de notice à mon mari de tous les trucs qui me faisaient du bien, dans l'absolu. Et il les appliquait de manière très studieuse. Des trucs bêtes, hein. Par exemple, j'étais déprimée une fois où je regardais la fenêtre et honnêtement, je pense que j'ai déjà eu des pensées suicidaires à ce moment-là, de me dire, franchement, je sais pas si c'est ça ma vie là, parce que c'est très difficile de devoir manger et de pas pouvoir le faire. Je dégringolais en plus en poids. Et mes médecins m'avaient dit que si je dégringolais, on pourrait pas faire la chimio. Enfin, tu vois, il y avait toute une responsabilité énorme du malade.
alors que j'étais dans un état de faiblesse extrême. Enfin, j'étais tombée à 40 kilos, je fais 1m61 pour se rendre compte. Je fais pas beaucoup plus hein, maintenant parce qu'on m'a expliqué que ce poids-là, je le récupérerais pas beaucoup. Moi, mon poids de forme, j'étais à 50, 54 par là. J'ai perdu un peu plus de 10 kilos, ouais, même 13. Et j'en ai récupéré que 3 depuis, 4. Et on m'a dit, faut pas espérer retourner au poids que vous aviez au départ. Donc c'est un deuil de ton corps que tu fais. Euh, et voilà, j'étais dans ce mal-là, j'avais des pensées noires et mon mari m'a mis à tue-tête dans la maison du Céline Dion et ça m'a sorti de ma noirceur, ça m'a fait sourire. Donc en fait, c'est vraiment plein de petites choses comme ça, c'est-à-dire que je me suis dit, bah, je vais me laisser aller au pas bien et peut-être que ça va m'ouvrir aussi au tout petit bien qui va s'installer dans ma vie petit à petit et j'ai eu des proches qui ont été franchement au garde à vous tout le long. Ils n'ont jamais flanché, ils sont venus m'apporter des choses comme ils pouvaient. J'ai été nourrie par ma mère avec mon mari pendant toute la période. J'ai reçu des colis par la poste de mes amis. J'ai reçu des vidéos, des montages qu'on m'avait fait. Enfin, énormément de choses, des soirées perruques que mes copains avaient organisées quand je me suis rasé les cheveux. Donc, tout ça a fait que j'ai pu le traverser. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des moments où tu es toi, avec ta peine et avec ton désespoir. Et je crois que ce qui me raccrochait, c'était de me dire, bon, il y a des gens qui vivent pire. C'est un peu bizarre, mais il y a des gens qui vivent des trucs pires. Moi, j'avais la certitude que mon cancer, il n'était pas ailleurs. Donc, une certitude de guérison quand même. Enfin, les médecins étaient certains que j'allais m'en sortir. J'ai eu de la chance parce que les médecins croyaient complètement en ma guérison. Eux, ils avaient l'air plutôt sereins pour moi. J'étais sous surveillance, mais ils savaient que ça allait aller. Euh, Ils n'arrêtaient pas de me rassurer en me disant, mais vous faites tout ce qu'il faut. J'ai pas loupé une seule séance de kiné. Enfin, tu vois, il y avait tout un tas de trucs qui étaient mis en place pour moi. Et j'ai accepté de me laisser complètement porter par ce corps médical qui était là pour moi et par l'amour de mes proches. Enfin, ça a été vraiment, c'est ce qui m'a nourri, quoi. Et surtout, je me battais pour ça parce que à un moment, tu te demandes pourquoi survivre? C'est tellement dur. Et en fait, moi, je pense à mes proches. Je me dis, bah, je peux pas les lâcher, en fait, parce que ça va être trop dur pour eux que je m'en aille. J'ai pas le droit d'abandonner. Et moi, j'ai eu l'expérience très spéciale de vivre un cancer en même temps que mon cousin. Mon petit cousin, lui, il avait un cancer des os qui n'a rien à voir. Et il n'a pas survécu. Et il est décédé au moment où moi, j'ai terminé mes chimios. C'était assez particulier pour moi parce que moi, je savais que c'était une situation compliquée pour lui. Lui, il savait qu'il était condamné. En tout cas, à un certain moment, il a compris que c'était terminé. Il m'en a parlé. On en a parlé ensemble. On a parlé de tout ça ensemble et je lui ai promis des choses. Je lui ai promis que je lâcherais rien. Et c'est des promesses qui tiennent jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'encore aujourd'hui, on ne parle pas trop du post-cancer, mais c'est très difficile à certains moments. Syndrome du survivant, pas toujours évident et plein de choses qui changent dans la vie et tout. Et le fait de savoir qu'il y a des gens qui ont vécu pire, moi j'ai une tante qui a perdu son fils, voilà. Moi je suis encore là, je vis aussi un peu pour lui, quoi. Tout ce qu'il aurait aimé vivre, je me dis que quelque part, je dois ça à ces gens qui se battent et qui ont des envies et qui n'ont pas pu les réaliser. Moi, ça me donne une très très grande force. Ça m'aide à relativiser énormément. Quand j'ai un coup dur, des fois, je me dis, pff, c'est dur, donc je l'évacue. Après, je me dis, il y a des gens qui ont des vies pires. J'ai fait une promesse que j'allais profiter vraiment de chaque jour qui m'est donné parce qu'il y a des gens dont la vie est plus courte. Donc voilà, vieillir comme ça, c'est un privilège. Je pense aussi, enfin, tu vas me dire si j'ai tort, mais est-ce que la philosophie, parce que tu as une formation philosophique, est-ce que la philosophie a occupé une place dans cette épreuve? Ouais, j'ai beaucoup lu les stoïciens pendant tout ça. Parce que les stoïciens, c'est pas des textes qui sont très 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 longs et très difficiles. On le fait pas mal en terminale parce que c'est assez facile d'accès. Et c'est tout ce que je pouvais lire. Donc je pouvais pas lire beaucoup. Les chimios provoquent vraiment une confusion mentale qui fait que moi je pouvais lire que de la BD et un petit peu voilà des citations, des choses comme ça. Euh, je vais pas mentir, hein, j'ai peut-être lu un début de chimio et puis après, pas trop. Mais bon, je suis prof de philo, donc je connais mes stoïciens et j'y pensais très souvent. Et je pensais aussi à ma formation de manière générale. C'est vrai que quand on a lu autant de choses sur des questions existentielles, parce que c'est ce qui se passe en philo, on réfléchit à des questions existentielles, que soi-même on est penseuse,
que ce soit même en écrit, ça a été une ressource énorme pour moi, en fait, de pouvoir penser à ce qui m'arrivait. Moi, ça a toujours été mon outil contre l'anxiété, contre tout. C'est-à-dire quand il y a un truc difficile qui arrive, hop, je le conceptualise, j'y réfléchis, je démêle tout ça. Ça me permet de verbaliser et puis de maîtriser un peu toutes ces choses-là. Et la philo, oui, ça m'a vraiment accompagnée, quoi. Je me dis, bon, il n'y a pas de hasard. Ça aussi, c'était dans ma vie pour une raison. Et pour cette raison-là, de pouvoir mettre des mots sur les choses. Et aujourd'hui aussi, je pense que avoir du recul sur ce qui m'est arrivé, mettre les mots. Je sais que sur Instagram, de temps en temps, quand je poste des BD à propos de mon cancer, j'ai beaucoup de retours de gens qui me disent t'arrives à mettre les mots justes sur ça, alors que je l'ai traversé aussi. Mais c'est mon travail, en fait, de mettre en ordre des mots, d'essayer de trouver les mots les plus justes sur des situations. Et clairement, ça a aidé au fait qu'après le cancer, je m'en sors pas trop mal psychologiquement parce que je suis aussi accompagnée par une psychologue depuis moi un peu plus de 10 ans, même enfin, 15 ans. C'est elle qui m'a suivie aussi pendant mon cancer et là-bas aussi, je continue ce travail-là de démêlage avec les mots, avec ce que je sais. Et la philo a une grande place dans toutes mes discussions, en fait, de me dire, bah oui, mon désir là-dedans, il est comme si, on perd énormément son corps, donc en fait, tout ce que je connais du corps et ce que je lis sur le corps, ça m'aide. Euh, et puis d'aller lire aussi d'autres choses, parce que j'ai cette capacité-là à aller comprendre des textes qui sont difficiles, et pourtant, quand on arrive à les déchiffrer, ils sont d'un très grand réconfort. Aujourd'hui, tu vis mieux, mais tu me parlais en amont, avant qu'on enregistre, que c'était encore parfois un peu difficile. Oui, ben, j'ai appris, je pense que le plus grand truc que j'ai appris sur moi pendant cette épreuve, c'est qu'en fait, j'étais très heureuse. La semaine où on m'a annoncé mon cancer, c'était une semaine vraiment de flottement un peu spécial. Et je me souviens que je me suis posée et je me suis dit, il faut faire le bilan. Parce que si ça doit s'arrêter, je je voudrais pas avoir de regrets. Donc je veux faire le bilan pour savoir qu'est-ce que je veux faire si tout ça, ça doit s'arrêter. Est-ce que j'ai des choses absolument fondamentales qui m'animaient et que j'ai pas écoutées? Est-ce que j'ai des gens à qui j'ai envie de demander pardon? Enfin voilà. Et en fait, au bout de 2 heures de réflexion, j'ai mis ça sur papier et tout. Vraiment, j'ai fait le constat que j'avais tout ce que je voulais, que j'étais là où je voulais être, avec les personnes avec qui je voulais être, et j'ai réalisé que le- les buts dans ma vie, c'était d'être aimée, d'aimer, ou en tout cas d'avoir aimé, euh, d'avoir mes proches autour de moi et de me nourrir de beauté et d'art, et que ça nourrisse ma vie. Et d'être prof, d'être avec mes élèves, d'être prof, d'avoir accompli ce petit rêve-là, qui est de transmettre le savoir, parce que c'est vraiment une passion pour moi. J'adore mon métier. Et en fait, toutes les cases étaient cochées. Et quand je me suis demandé qu'est-ce que tu voudrais faire de plus, ben moi, ma réponse, c'était tout pareil. Et en fait, ça a été un énorme soulagement sur le moment, parce que je me suis dit, en fait, je me suis pas trompée dans mes choix. Je me suis pas trompée dans mon choix de métier que je fais tous les jours. Ça m'apporte énormément d'amour, ça m'apporte énormément de joie et d'épanouissement. Je me suis rendu compte que j'étais épanouie en fait. Et ça m'a beaucoup aidée parce que comme je suis quelqu'un d'assez anxieuse, j'avais toujours tendance à aller chercher encore plus, comme si j'avais pas déjà assez, toujours accomplir plus, etc. Et sur le moment, ça m'a complètement relâchée. Je me suis dit, non mais tout va bien en fait. Ta vie, elle est super. T'as tout ce qu'il faut d'essentiel, t'as de l'amour et t'as de l'accomplissement et t'as de l'épanouissement. Trop bien. Le reste, c'est que du bonus. Et en fait, ça m'a aidé sur le moment et c'est un truc qui me suit jusqu'à aujourd'hui. Enfin, vraiment jusqu'à aujourd'hui. Encore la semaine dernière, j'ai eu des déconvenues sur des trucs. Ça m'a mis dans un état un peu pas bien. Je me suis dit, non, mais c'est terrible et tout. Puis après, je me suis dit, non, mais en fait, quand je reprends cette fameuse liste de trucs, qu'est-ce qu'il y a à cocher dans ma vie, l'essentiel est coché. Et c'est-à-dire que si le reste, il n'y a pas, c'est une déception et c'est pas un désespoir, on se remet de ces choses-là. Et surtout le reste, l'essentiel, je l'ai pour traverser ces futures déceptions. Disons que le cadre d'une vie heureuse, je l'ai construit, ça y est, je l'ai. La stabilité nécessaire pour moi, mon bien-être, il est là. Et,
Et je me suis rendu compte que quoi qu'il arrive par la suite, je pourrais me reposer sur ça. C'est-à-dire que si ça venait à s'arrêter plus tôt, ben en fait, je me retournerais, je me dirais, je suis contente de ce qui s'est passé, je suis contente de ce qu'il y a eu et j'ai aucun regret. Et je pense que de pouvoir dire à mes proches, si ça s'arrête plus tôt, vous en faites pas. En fait, moi, j'avais rien de plus à accomplir. Je demandais rien de plus. C'est pas juste moi qui pars apaisée. C'est aussi ma famille qui pourrait être apaisée de se dire qu'elle a vécu tout ce qu'elle voulait et qu'elle a vécu sa meilleure vie, en fait. Euh, et ça a été un soulagement extrême. Et c'est ma boîte à réconfort maintenant, quoi. Je me dis, non, mais tout va bien. Enfin, et c'est pas du tout un truc cucu, neuneux. Non, c'est vraiment un vrai. Enfin, je suis contente de l'avoir réalisé maintenant et pas dans 60 ans. J'ai l'impression d'avoir gagné 50 ans, en fait, de sagesse un peu dans ma vie et de me dire l'essentiel, il est là, c'est bon. Et l'essentiel, il est dans l'amour. Euh, c'est- Mmh. Là, pour le coup, ça paraît cucu, mais ça ne l'est pas. L'essentiel, c'est l'amour qu'on construit autour de soi. C'est pas un truc qui est donné, c'est fabriquer de l'amour tout le temps, parce que c'est le seul remède à quand les coups sont durs, voire très durs. On traverse les coups durs que comme ça. Donc c'est ça que ça m'a appris, de me contenter de ce que j'ai de plus précieux. Et si les choses, elles arrivent, c'est un plus. Si des belles choses arrivent, c'est un plus. Et s'il y a des sales choses qui arrivent, je sais où aller puiser des forces. Et ça, c'est précieux de connaître la localisation en soi de la guérison. Oui, cette épreuve de vie, elle a en quelque sorte fait évoluer ta philosophie de vie et aussi, même quelques aspects de ta personnalité. Oui, complètement. Ça m'a pas mal guéri de mon anxiété. Elle a beaucoup baissé. Moi, je suis quelqu'un qui a été diagnostiqué anxiété généralisée et tout. Et c'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup changé depuis, parce que j'ai une capacité à relativiser qui est différente. Et puis aussi, ma boussole intérieure est beaucoup mieux réglée. Je fais de meilleurs choix. Enfin, je fais vraiment de meilleurs choix pour moi-même, pour ma vie, parce que je sais ce qui est bon pour moi et ce qui est mauvais. Ça m'a aussi beaucoup appris, hein, ce qui n'était pas bon pour moi. J'ai développé énormément d'amour vis-à-vis de moi, que j'avais pas forcément avant. J'étais quelqu'un de très dur avec moi, très exigeante, bon, suite à mon histoire familiale, personnelle, politique, etc. Mais ça m'a appris quand même que la première personne dont il faut prendre soin pour prendre soin des autres, c'est soi-même. Et je me suis promis que je me ferais plus jamais de mal. C'est drôle, mais par exemple, je me lève le matin des fois et je suis mal coiffée, j'ai une drôle de tronche, ça arrive, il y a des fois où on se trouve pas super. Et ça peut m'arriver de temps en temps de me dire, oh là là, mais qu'est-ce que je suis trop chum aujourd'hui. Et je me reprends dans la seconde et je me dis, mais ça va pas de dire des trucs comme ça. Et je me demande pardon au miroir, je me dis, mais non, t'es super, t'es génial. Non, 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 on dit pas ça. Ton corps, il fonctionne, t'es super, ta peau, elle vit, tu prends des rides parce que tu vieillis, tu prends un jour de plus, c'est génial, tout le monde n'a pas la chance de ça. Et ça a vraiment été un truc qui s'est installé au départ et j'avais peur de le perdre. Et en fait, non, ça va faire 4 ans et je pense que ça y est, c'est profondément ancré en moi, je doute plus de ça. Et je vais dire quelque chose qui est peut-être pas facilement entendable par tout le monde, et ça ne vaut que pour moi. Je vous préviens, ça vaut que pour moi. Mais après coup, moi, j'ai vraiment vécu ce cancer comme un cadeau qui m'a été fait. Ça m'a guéri tellement d'autres choses, de blessures extrêmement profondes, etc. C'est comme si ça m'avait purifié. Moi, je l'appelle ma boule au ventre, littéralement. J'avais tout le temps la boule au ventre et cette boule au ventre a été évacuée et ça a évacué des tas de choses avec. S'il a fallu que je me prenne cette claque-là pour comprendre des tas de choses, bon, ma foi, c'est mon histoire. Je souhaite à tout le monde de ne pas avoir besoin d'en arriver là. Mais pour moi, ça a été un cadeau. J'adore la personne que je suis aujourd'hui. Je me préfère. Je me trouve plus saine pour moi et du coup plus saine pour les autres. Je me trouve encore plus remplie d'amour à donner, à vivre, ouverte à des tas de choses. Ma vie est douce. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'avoir une vie douce, que c'est extrêmement une chance. Et du coup, je me sens aussi énormément armée pour aller combattre des tas de choses, parce que la raison principale pour laquelle les gens prennent soin d'eux aussi, leur santé mentale, c'est aussi pour affronter les difficultés. Donc moi qui ai toujours été assez militante, etc., politisée, avec toutes les horreurs qui se passent dans le monde, je me sens capable de prendre sur moi pour me dire non, mais on va donner de l'espoir aux gens, ça va bien se passer, ça peut bien se passer. Si toi, t'es trop fatigué, donne-moi ton truc, je le prends, quoi. Donc ça, c'est assez incroyable ce que ça peut forger de force.
en plus, à des endroits un peu insoupçonnés. Oui, c'est puissant ce que tu dis. Là, toutes les personnes que j'ai pu interviewer sur ce podcast m'ont fait cette réflexion tu sais, Mm. de ce cadeau qu'offre la maladie. Tu vois, ça se répète. Hein. Je prends toujours des pincettes quand je dis ça parce que ça peut sonner bizarre, parce qu'il y a des gens qui vivent pas du tout ça comme ça. Et sur le moment, quand on le vit, c'est très difficile. On se demande pourquoi ça nous arrive, c'est très injuste. Donc, de le vivre comme un cadeau, ça peut être un peu heurtant peut-être pour certaines personnes de l'entendre, mais ça me rassure que tu me dises qu'en fait, non, Mhm. il y a vraiment quelque chose de cette transformation personnelle, qui a lieu. Ce qui est normal que ça change la vie parce que l'éruption de la mort comme ça, au creux de soi, ça ne peut être que bouleversant. Enfin, je veux dire, si ça nous faisait rien, ce serait très étrange. Mais voilà, il y a ça aussi. Le rapport à la mort, moi, a complètement changé. La mort est devenue très vivante. Ouais, ça c'est intéressant que tu partages ça. Quel, quel message, tu pourrais transmettre aux personnes qui traversent des épreuves similaires ou qui font face à des obstacles majeurs, dans leur vie? Bah, la première chose que je veux dire, c'est une phrase que m'a dite une amie qui elle-même avait traversé un cancer du sein et qui a été une des premières à qui moi j'ai partagé que j'avais un cancer. Elle m'a dit, tu sais, ça peut aussi bien se passer. Et je crois que c'est ce qui résumerait tout. Ça peut aussi bien se passer. Quelle que soit l'issue, quel que soit ce qu'on traverse, ça peut aussi bien se passer. Et je pense que ancrer ça au fond de soi, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé parce que ça rend aussi le fait que ces épreuves-là, c'est vrai qu'elles sont difficiles et qu'elles sont injustes, mais ça a ancré en moi le fait que c'est aussi des choses qui peuvent arriver. Elles sont pas mauvaises ou bonnes, elles arrivent et il y a plein de façons de faire pour que ça puisse bien se passer. Euh, et voilà, malgré les grandes douleurs que j'ai pu traverser, ça s'est quand même bien passé parce que voilà, il y a des choses qui se sont mises en place, etc. Et en premier lieu, le fait que moi, au fond de moi, je me disais, c'est un coup dur, mais ça va bien se passer. Cette espèce de mantra, peut-être que c'est une forme de déni super efficace, mais en tout cas, de se dire ça va bien se passer, ça conditionne, je trouve, aussi tout ça, même quand on envisage le pire, quoi. Donc voilà, c'est pas un message très long, mais je dis aux gens qui m'écoutent que ça peut aussi bien se passer. Oui, ça reste un message impactant. Bah, j'espère. En tout cas, moi, ça m'a impacté. Merci énormément Soubatra pour, ton témoignage vraiment précieux qui m'a énormément touchée. Comment on peut te contacter si besoin? Alors moi, j'ai le contact sur ma page Instagram qui s'appelle Le Monde de Soubi par message privé où il y a un petit lien normalement vers mon mail. Donc il y a voilà, c'est les principales voies de communication si jamais vous voulez ouais, me contacter. Puis en général, je vois mes messages et je réponds, donc pas de problème. Super. Merci encore Soubatra. C'est très inspirant, de t'écouter, tu incarnes vraiment une femme forte, et ça fait du bien aussi d'entendre ce type de témoignage, parce qu'on n'entend pas souvent parler de témoignages comme ça autour du cancer. Donc, merci énormément pour tout ça et je suis sûre que ça touchera, beaucoup de monde. Bah, merci à toi. C'est la première fois en fait que j'évoque certaines choses là. Euh, Bah, j'ai merci de m'avoir beaucoup, fait confiance. beaucoup écrit et tout, et encore j'ai senti qu'il y a des choses que j'avais pas forcément dites parce que ça a dû bloquer quoi. Mais bah, merci d'avoir offert cet espace-là parce que ça fait des années que je me dis qu'il faut que je laisse un peu sortir ça en même temps qu'en appliquant cette bienveillance. Donc, j'ai pas dit tout ce que je pensais dire, mais bon, au moins c'est authentique. C'était parfait. Merci Soubatra, je t'embrasse. Enfin, merci beaucoup, Caroline, de ta bienveillance et j'envoie du courage à toutes les personnes qui pourraient traverser tout ça. Merci.